après avoir parlé de coopération en Méditerranée, on va s'interroger sur le port méditerranéen. Peut-il être un modèle? Et pour évoquer cette question, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Castaner. Bonjour Monsieur le Ministre. Vous êtes président du Conseil de surveillance du Grand Port Maritime de Marseille-Fos. Christine Cabot-Vorel, bonjour. Vous êtes présidente en charge des actifs et des opérations chez CMA CGM Group. Mehdi Tazirifi, vous êtes CEO de Tangemed. Merci d'être avec nous. Et Pierre Léonidas, vous êtes le directeur adjoint en charge des affaires publiques et institutionnelles du cluster maritime français. Alors le port méditerranéen, c'est vrai que c'est un port qui est stratégiquement plutôt bien positionné, plutôt à l'interface de l'Europe, de l'Afrique et de l'Asie. Peut-être Pierre Léonidas, avec vous, juste, vous pourriez nous dresser le portrait robot du port méditerranéen rapidement, s'il vous plaît. Très bien, merci Laurence, merci à la tribune pour cette invitation. Donc si on dézoome un peu, dans un monde qui est fragmenté par les conflits, les tensions géopolitiques et la crise climatique, si on dézoome un peu, les ports, ce ne sont pas que des simples infrastructures, mais ce sont surtout des actifs stratégiques. Pour la France, c'est 130 000 emplois et 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France. Et comme vous l'avez dit, la Méditerranée a cette position unique dans la mesure où elle est à la convergence de 4 continents, soit l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie, et ce qui lui donne un avantage compétitif assez considérable. Et on a vu aussi à travers les crises, notamment l'an dernier, une capacité d'adaptation remarquable par rapport au détournement du trafic en mer Rouge. Et là, on peut dire que si on fait un portrait robot d'un port méditerranéen, c'est que la Méditerranée, ça constitue vraiment un véritable laboratoire unique de relations maritimes entre l'Europe et l'Afrique. Et il y a une diversité de modèles. Il y a des grands hubs de transbordement, Tangemed en fait partie, Barcelone, Valence aussi. On a des ports plus généralistes avec Marseille-Fos, Gênes, Trieste, et des ports de taille moyenne avec un fort potentiel. Je pense au port de Sète qui s'est développé au fil des années, avec des trafics importants, Livourne, avec des opportunités spécifiques. Et donc voilà, c'est un peu ce mélange-là avec les questions du feedering qui se développent bien sûr en Méditerranée, et voilà, tous les liens historiques entre... Merci beaucoup. Vous avez déjà dressé tous les sujets qu'on va aborder ensemble. Christophe Castaner, Monsieur le Ministre, lorsque vous avez présenté les résultats du Grand Port Maritime en début d'année, ou en fin d'année dernière, vous avez précisément rappelé que Marseille-Fos était devenu un port entrepreneur. C'est quoi un port entrepreneur aujourd'hui? Merci. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voudrais rebondir sur le titre de cette table ronde. Le port méditerranéen peut-il être un modèle? J'aime pas le titre. Donc je vous le dis tout de suite, surtout vu du côté français, quand on le pose comme ça, tout de suite on pense qu'on est un modèle parce qu'on est forcément exemplaire, formidable, beau, grand, fort et intelligent. Ce n'est pas le cas. Dans une économie mondialisée comme la nôtre, il y a des acteurs, mais il y a effectivement des typicités méditerranéennes qui peuvent exister. Et je réponds à votre question, mais je voudrais dire tout de suite, la particularité d'un port comme Marseille-Fos par rapport à d'autres ports, c'est que c'est un port humain. Je ne parle pas de taille, je parle du fait qu'aujourd'hui, les flux du port sont vers la Méditerranée par nature. C'est-à-dire que les femmes et les hommes viennent embarquer à Marseille pour retourner aussi quelquefois dans les pays du Maghreb avec lesquels on est lié. Et donc c'est cette dimension humaine qui fait une typicité méditerranéenne. Nous sommes la Méditerranée. Et donc en cela, il y a une typicité, il y a une identité particulière, et il y a des liens. Ensuite, il y a les liens commerciaux. Et quand on a une liaison avec l'Asie ou l'Amérique, évidemment, on n'est pas sur cette dimension humaine. Mais ça, c'est notre identité, notre ADN particulière, et je pense que c'est une vraie différence avec d'autres ports. Cette histoire commune, cette histoire partagée, et au fond, ce destin commun qui nous relie aujourd'hui. Ensuite vient la question du développement, et vous avez raison, un port, en France en particulier, ça date du général de Gaulle qui avait décidé de faire une grande planification nationale, c'est aussi une terre d'industrie. Et nous avons ici, sur Marseille-Fos, et sur Fos en particulier, connu 2 révolutions. Il y a 60 ans, celle du pétrole, qui fait que le port de Marseille est devenu le 3e port européen du fait de la dimension pétrole et gaz. Il y a eu celle, il y a 40 ans, de la chimie du pétrole, et objectivement, depuis, plus grand-chose. Or là, nous vivons une transformation, une 3e révolution, qui est celle liée à la décarbonation, parce que les ports sont des endroits où il y a du foncier disponible et des capacités à développer. Alors je dis là aussi modestement, j'ai à côté de moi le CEO de Tangemed, on est sur une autre dimension. Quand, par exemple, sur la question des énergies nouvelles, le roi du Maroc décide d'affecter 1 million d'hectares au développement des énergies nouvelles, et derrière, pour produire de l'hydrogène en particulier, il faut se poser la question des partenariats. Il faut se dire que sur la question de la transformation de ces énergies nouvelles en hydrogène, il faut effectivement positionner le port de Marseille comme un hub lié
à Barcelone, à travers la liaison Barmar, mais aussi au Maroc, à travers une liaison qui, à mon sens, doit faire Maroc, Espagne, Espagne, France et Europe. Eh bien, vous avez donné les arguments, en tout cas le fil conducteur pour effectivement Mehdi Tazirifi. Vous partagez la vision de Christophe Castaner, ce destin commun et du coup ce partenariat à venir, finalement un destin qui doit se perpétuer avec les enjeux contemporains. Indéniablement, bien évidemment, merci pour l'invitation. Je pense que l'espace méditerranéen, c'est quand même plus de 20% du commerce mondial. Donc on est dans une zone effectivement qui concentre une activité très importante. Et puis les ports ont un rôle essentiel pour la facilitation effectivement des supply chains mondiales et bien évidemment et surtout apporter de la compétitivité aux grands armateurs. Donc, je salue bien évidemment la présence de Madame Cabot et du groupe CMA-CGM qui, depuis le démarrage de Tangemed, effectivement, a cru en ce projet et a participé effectivement à l'essor qui fait que nous sommes depuis 3 ans effectivement le premier port méditerranéen et également le premier port en Afrique. Mais ça a été dit un petit peu, ça a été dit précédemment, les ports aujourd'hui sont mesurés à leur capacité à apporter de la compétitivité logistique. Il y a un Matrix qui a été développé il y a 3 ans. C'est un indice de compétitivité portuaire. C'est développé par S&P et la Banque mondiale. Et ça permet, je rejoins Monsieur le ministre Castaner sur l'autre volet, c'est-à-dire que les ports ne sont pas uniquement mesurés sur leur gigantisme ou sur les volumes, mais également effectivement à leur capacité à apporter justement cette compétitivité. Alors j'en profite, Tangemed a été quand même 3e mondial sur plus de 400 ports, ports à conteneurs. Et je pense qu'effectivement, par rapport à ce qui a été dit ce matin, nous ne sommes pas uniquement une plateforme portuaire, mais également une plateforme de compétitivité industrielle. Monsieur le ministre Zidane en a parlé il y a quelques instants, puisque nous accueillons beaucoup d'entreprises, au moins une centaine. Du reste, également des filiales du groupe CMA-CGM sur la partie logistique, mais de grands groupes industriels français, allemands, japonais, et bien évidemment, la liste ne sera pas exhaustive. Mais je pense que sur la prochaine étape, je pense qu'il y a 2 mots-clés, la transition énergétique et la transformation digitale. Ce sont 2 éléments, effectivement, 2 fils directeurs ou 2 dénominateurs communs qui réunissent en fait les ports méditerranéens dans leur capacité à continuer à apporter cette compétitivité qui, du reste, est essentielle pour répondre aux attentes, bien évidemment, des grands armateurs mondiaux. Christine Cabot-Vorel, je ne peux pas m'empêcher de me rappeler que finalement, vous étiez présidente du directoire du Grand Port, quand finalement ce Grand Port a commencé sa mutation et est passé d'un port où effectivement on mesurait les flux pour devenir un port entrepreneur. Comment est-ce que ça, vous l'avez vu, le basculement se faire, et comment vous l'avez accompagné? En fait, comme ça a été dit, un port, c'est évidemment le lien avec le maritime, mais c'est surtout le lien avec le terrestre. C'est la plateforme au cœur de ce lien entre le maritime et le terrestre. Et donc la bataille des ports, c'est à terre qu'elle se gagne. C'est-à-dire un port, il est efficace quand il a arrivé à maîtriser cette connectivité terrestre, qu'il arrive à créer un hinterland qui va pouvoir agrandir, à relier cet hinterland avec des moyens aussi durables que possible, massifiés. Et puis quand il peut accueillir sur son territoire des industries, de la logistique, du développement, qui vont créer un écosystème qui va devenir de plus en plus efficace grâce à la proximité du maritime. Et ça, c'est ce que je pense les grands ports ont compris. Le port de Marseille, le port de Tangemed est un exemple en la matière. Et c'est la raison pour laquelle le foncier était tellement important autour du portuaire, la connectivité routière, ferroviaire, fluviale, quand on a la chance d'en avoir une, c'est très important, parce que ce port entrepreneur, en fait, c'est un aménageur du territoire. Il a un territoire, il faut qu'il aménage, il faut qu'il y fasse venir ce qui va créer de la richesse concentrée, qui va créer de la valeur, et pas seulement par rapport aux armateurs, pas seulement par rapport à l'accueil des navires, mais par rapport à l'accueil des industries, de la logistique, qui vont renforcer l'interland, l'efficacité du port. Et le digital. Donc à Marseille, il faut quand même le dire, on a plus de 15 câbles de transporteurs de la data du monde entier qui vient ici atterrir à Marseille, parce que c'est un hub. Marseille, c'est un hub de passagers, c'est un hub de marchandises, c'est aussi un hub de data. Et donc,
On ne devient pas un grand port par hasard, on devient un grand port parce que d'abord, géographiquement, on a une localisation absolument stratégique. C'est le cas des grands ports méditerranéens qu'on connaît, que ce soit Tanger, que ce soit Marseille-Fos, que ce soit Malte, que ce soit Gênes. Il y a une logique géographique et après, il y a une logique de bâtisseur. Il y a une logique de créer cet écosystème. Donc le port entrepreneur, c'est celui qui fait de l'aménagement et qui va créer et faire venir consolider un écosystème qui va s'auto-alimenter. Avoir une industrie qui est proche d'une sortie maritime, ça n'a pas de prix pour un industriel parce que ça lui permet d'être compétitif avec ses exportations et ses importations. Voilà, c'est ça un port. Et c'est cet écosystème que des grands ports méditerranéens, il n'y a pas de secret, ont réussi à créer pour durer. Et donc le prochain challenge, ça a été dit, c'est les sujets de la décarbonation. Comment est-ce qu'on change de mode énergétique et quel est le rôle que les ports, les plateformes portuaires peuvent jouer en tant que berceau industriel et en tant que pourvoyeur de solutions dans cette transition énergétique. Alors justement, vous faites le lien, Christophe Castagnard, les projets d'industrie décarbonée se multiplient à Fos. Il y a actuellement une grande concertation qui est lancée pour justement essayer de faire en sorte qu'il y ait un écosystème équilibré, que tout ça soit bien concerté. Quel est le rôle justement du port sur la décarbonation ? C'est vrai que le port a su garder du foncier pour pouvoir attirer des entreprises, c'est ce qui fait son succès aujourd'hui notamment. À quel moment, de quelle façon on peut être un hub, un laboratoire, tester des choses, peut-être se tromper, mais en tout cas essayer de contribuer à créer ce qui sera demain le port méditerranéen. Sur ces sujets, on est déjà dans le très court terme. Mais il y a même un temps plus rapide encore, que je voudrais aborder en quelques secondes, du très court terme, c'est le désordre mondial dans lequel nous sommes aujourd'hui, où là aussi, nos ports, et dans l'axe de la relation entre l'Afrique, le Maroc et l'Europe, on a une opportunité à tirer. Vous savez, au fond, les ports, ce sont des baromètres de l'économie mondiale. Quand l'économie mondiale est bousculée, c'est le cas en ce moment, du coup, les ports peuvent être affaiblis. Mais en même temps, on peut en considérer que c'est une dynamique. Quel est l'avenir du marché mondial et du développement ? Je suis bien incapable de le dire. Quand on voit un président américain qui prend des décisions, enfin non, il ne prend pas des décisions, il prend sa revanche en permanence et quelque part il rembourse sa mise pour devenir président des États-Unis. J'ai une liberté de parole, moi, aujourd'hui, que je n'avais pas il y a quelques années, donc j'en profite. Allez-y. Et donc, du coup, on est dans cette situation où on voit un président américain qui décide chaque jour. Vous avez vu la dernière, c'est Alcatraz va devenir une prison, va rouvrir. Moi, la dernière fois que j'ai vu Alcatraz fonctionner, c'était dans X-Men 3. Lui aussi, il a dû voir le film, et donc du coup, boum, ça revient. Et tout ça a des conséquences lourdes sur l'économie. Et donc là, il faut qu'on réagisse en opportunité. Mais il y a de toute façon un fil conducteur, et c'est votre question, c'est celui de la décarbonation. La décarbonation sur tous les sujets. La décarbonation comme source d'énergie, notamment pour les bateaux qui viennent dans nos ports et sur lesquels il faut, sur ces sujets-là, avoir un temps d'avance. On en a eu un, par exemple, grâce à CMA-CGM, avec un deal avec Total, sur l'avitaillement en mer pour le GNL. Et donc, du coup, aujourd'hui, il y a d'autres ports en Méditerranée, mais on était les premiers sur ce sujet, on est en capacité de faire. De la même façon, derrière nous et devant vous, sur l'électrification à quai, nous avons un plan d'investissement qui vient d'être porté à 220 millions d'euros pour faire en sorte que nous ayons à la fois l'électrification à quai et la nouveauté, la capacité aussi à recharger les batteries des bateaux, parce que ce qui, il y a 5 ans, n'était pas dans la discussion, par exemple la capacité d'un bateau de la Méridionale à quitter Marseille chargé et à pouvoir aller jusqu'en Corse à l'électrique, chose qui n'existait pas il y a 5 ans, parce qu'il y a un volontarisme très fort du groupe CMA-CGM, c'est pas parce que Christine Cabot est là, et je crois que Rodolphe Saadé va passer, que je le dis, mais c'est une réalité. Du coup, il faut investir pour permettre ces capacités de recharge. Et donc, il y a tout un volet lié à la question des nouveaux carburants, sur lequel nous devons, sur ce sujet, avoir des capacités d'accueillir un certain nombre d'entreprises, et nous avons des actions qui sont menées dans ce cadre-là pour agir sur ce sujet. Puis, il y a aussi les nouvelles formes de transport, des nouvelles énergies, l'ammoniac, qui est un sujet à grande sensibilité, mais qui est un sujet d'opportunité économique majeure. Nous devons agir sur ce sujet-là. Et puis, il y a la question de l'hydrogène. À la fois, on est en capacité de production,
Il en va de la souveraineté européenne et nationale, mais aussi en lien, et c'est le propos que j'évoquais tout à l'heure avec la décision du président de la République et du chef du gouvernement espagnol d'une liaison d'un hydrogénéoduc Barcelone-Marseille, mais qui pour moi n'a de sens que si nous utilisons cet hydrogénéoduc comme l'ouverture vers les pays du Maghreb, le Maroc en particulier. Et au-delà d'ailleurs, je pense qu'en Mauritanie dans les années qui viennent. Et donc là aussi, nous devons préparer ces investissements, être en capacité de les accueillir. Comment Tangemed prépare, elle aussi, les investissements d'avenir? Alors merci pour la question. Je pense qu'effectivement, elle est essentielle. Il y a eu un point d'orgue il n'y a pas si longtemps, c'était la déclaration de Brest, One Ocean, où les armateurs, effectivement, collectivement, et je salue effectivement l'initiative qu'a pris le groupe CMA-CGM, parce qu'ils ont fixé le cap de manière très claire. Il faut rappeler, il faut peut-être saisir le problème. Aujourd'hui, le shipping, c'est moins de 5%, mais si rien n'est fait, on s'approche des 20% dans les 20 prochaines années. Donc, en ce qui nous concerne en tant que port à transbordement, et puis bien évidemment fortement impliqué pour répondre aux attentes des armateurs, nous avons pris plusieurs initiatives. La première, je la mentionne, depuis la fin de l'année passée, nous avons sécurisé l'approvisionnement en électricité verte de l'ensemble de nos activités portuaires. Donc l'ensemble du port, l'ensemble du complexe portuaire Tangemed tourne depuis la fin de l'année passée avec l'électricité verte à 100%. Nous avons également un programme très ambitieux qui est en cours de déploiement, plus de 200 millions d'euros à très court terme sur 3 ans. Nous généralisons par exemple ce qu'on appelle l'OPS, le Onshore Power Supply, c'est-à-dire pour permettre en fait aux navires effectivement de se connecter directement à l'électricité. Nous avons une première phase qui est déjà exploitée et nous avons en fait un programme pour généraliser également ce système sur l'ensemble du port. Nous avons également des projets de production propre pour effectivement générer donc de l'électricité verte. Nous avons également un programme très ambitieux sur nos zones industrielles parce que je rappelle que dans l'arrière-pays du port, nous gérons plus de 3000 hectares de zones industrielles où la majorité des entreprises effectivement visent les marchés mondiaux et en particulier l'Europe et bien évidemment sont confrontés au sujet de taxes carbone sur lesquelles nous travaillons donc de manière très prononcée. Donc je pense qu'effectivement ce sujet de la transition énergétique est essentiel et pour les ports, mais il est essentiel que le travail se fasse de concert, c'est-à-dire que chaque acteur joue sa partition, si je peux utiliser cette expression, pour qu'effectivement nous puissions atteindre les objectifs qui sont fixés à l'horizon 2040. Alors, c'est effectivement ce que disait Christine Cabot tout à l'heure. Une question, on va dire, qui souvent reste un petit peu en filigrane. Est-ce qu'il y a une concurrence entre les ports ou est-ce que c'est une concurrence saine? Ça revient un petit peu sur les propos que vous avez tenus tous les deux sur le fait que non, c'est un modèle qui doit être au contraire dans la coordination et dans le partenariat. Mais est-ce que la concurrence existe réellement? Oui, allez-y. Alors aujourd'hui, la concurrence dans les ports, elle est tout à fait importante dans la mesure où ce qu'on va voir dans les années à venir, c'est un manque de capacité portuaire. Donc, en fait, le sujet aujourd'hui, pour un armateur comme nous, le sujet pour le développement de capacités de transport maritime, conteneurs, mais aussi de vrac, c'est d'avoir suffisamment de capacité dans les ports. Il y a un manque crucial aujourd'hui dans plein de régions du monde, en Méditerranée aussi. On le voit à Gibraltar. Tangemed aujourd'hui refuse du monde et globalement, nous, notre problème aujourd'hui en tant qu'armateur, c'est de dire comment est-ce qu'on va anticiper suffisamment pour pouvoir avoir des projets de développement en partenariat avec des ports de Méditerranée, mais aussi dans d'autres régions du monde, pour s'assurer que la capacité portuaire sera assurée. Quand vous avez un port qui est congestionné, vous avez de l'attente navire, vous avez évidemment des coûts, vous avez du coup du rattrapage en vitesse pour rattraper le retard, et ça, c'est pas bon pour la planète parce que on consomme plus de fuel et donc de CO2. Et globalement, vous avez une fluidité du passage portuaire, un manque de fluidité du passage portuaire qui n'est bon pour personne. Donc, ce qu'on fait, nous, avec le groupe CMA-CGM, c'est qu'on essaie d'être constamment dans l'anticipation sur des nouveaux projets. Peut-être je dis un mot, monsieur Tazi, de la présence de CMA-CGM dans le nouveau projet marocain du port de Nador, qui
va ouvrir, on espère, d'ici 18 mois à peu près, et qui va amener de la capacité, parce qu'aujourd'hui, en Méditerranée, on a besoin de capacités supplémentaires. Donc, voilà, la concurrence, si elle existe, elle est dans la capacité des autorités portuaires à anticiper sur ce qu'il faut faire pour, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, dans un monde géopolitique où le contexte est quand même assez malmené, assez volatile. Mais nous, avec les autorités portuaires, avec les opérateurs et les armateurs, il faut qu'on soit dans ce temps long et dans cette projection de se dire de quoi avons-nous besoin dans les 3, 5, 10 prochaines années. Donc ce travail, on le fait. Nador, c'est un très beau projet. On est très content. On en a beaucoup parlé ce matin. Voilà, on est très content d'être avec vous sur ce projet de Nador. On y travaille activement. Si Nador, c'est la même réussite que Tangemed, chapeau, parce que les Marocains, avec Tangemed, ont fait un truc magnifique. Voilà. Et la Méditerranée, c'est une terre de passage, c'est une terre de liaison. Ça fait 3000 ans que le commerce maritime existe en Méditerranée, ça va continuer. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir cette vision portuaire d'avenir. Merci à tous les quatre pour avoir partagé vos idées. Et on sait que le port méditerranéen est un port d'avenir.